en raison des nouvelles formes d'organisation du travail, des nouvelles formes, comme on dit, de management, nouvelles formes en fait de direction des entreprises. Il y a un certain nombre de pressions qui sont exercées sur les travailleurs et qui se traduisent entre autres choses par le privilège massivement accordé à la quantité, donc à la performance quantitative, objective, mesurée, mesurable et mesurée, au détriment de la qualité. Parce que le chiffre d'affaires, la rentabilité, c'est essentiellement le nombre de... Voilà, c'est rapport. Ce serait très discutable d'ailleurs, mais enfin, c'est rapporté à des quantités. Et il y a une espèce de course frénétique à la quantité et à la rapidité, ce qui n'est pas très nouveau, puisque c'est quand même une chose qui existait déjà par le passé, au début du XXe siècle, et même à la fin du XIXe, avec le travail répétitif sous contrainte de temps, où déjà la question du temps et du gain de temps était très présente, et déjà à cette époque se posait la question du travail bien fait ou du travail mal fait. Et c'était une des revendications ouvrières. Je me souviens très bien dans les premières enquêtes ouvrières que je faisais dans les années 70, où on avait déjà des mouvements ouvriers dans lesquels les gens voulaient qu'on les laisse libres de faire bien leur travail sur une chaîne de montage. Parce que souvent, ils disaient, mais ce qu'on fait là, ça va pas. Il y a plein de retouches, il y a plein de ratés, il y a plein de pièces perdues, il va falloir faire des contrôles, il va falloir reprendre les caisses qui ont été mal faites, qui ont été mal... Bon, et c'est insupportable de faire un travail qui est de mauvaise qualité, c'est pas du boulot, c'est ça, c'est vraiment un travail de cochon. Et alors, ce à quoi on leur répondait déjà à cette époque-là, on t'a pas demandé de penser, t'exécutes ce qu'on te dit. Quitte à ce qu'il fait ou ce qu'il fasse soit de très mauvaise qualité. Mais la mauvaise qualité, c'est pas du boulot, c'est fondamentalement ce rapport entre soi et le faire, c'est-à-dire ce dans quoi j'engage ma subjectivité, mon intelligence, mon endurance, mes efforts, pour aboutir à un résultat qui de toute façon m'est renvoyé presque en miroir, comme ce par quoi je me mets à l'épreuve de moi-même. Si vous voulez. Le travail, il est une épreuve de soi. Il est une mise à l'épreuve de soi par la confrontation avec ce qu'on appelle le réel, c'est-à-dire ce qui résiste justement à la maîtrise, au savoir-faire, à l'expérience, à la connaissance, puis tout à coup ça ne marche pas. Voilà. C'est le réel. Et c'est le réel qui est occasionné par une matière. Vous travaillez un caillou, les tailleurs de pierre, ils appellent ça des cailloux, et puis vous le taillez, vous taillez, ding, ça change de son, et en fait, vous savez que déjà la pierre est fêlée, donc tout votre travail est perdu. Extrêmement désagréable, quoi. Ça fait déjà plusieurs jours que vous travaillez sur ce caillou, et maintenant il est cuit, parce que vous avez mal travaillé, vous avez chauffé la pierre à force de taper dessus, il fallait attendre. Voilà, et tout ça, il faut l'apprendre par l'échec. Bon, et quand on réussit, évidemment, ça vous renvoie de vous-même quelque chose qui peut être très plaisant, c'est-à-dire ce par quoi finalement, après mon travail, je suis plus fier de moi que je ne l'étais avant, je suis même dans certaines occasions amené à faire l'expérience de ce que, après le travail, je suis plus intelligent qu'avant. Ça, c'est l'expérience inouïe du travail, comme promesse d'accroissement de soi, d'accroissement de la subjectivité et même d'accomplissement de soi. Mais il n'y a pas de neutralité du travail, soit il vous ouvre cette voie qui relève en propre de la sublimation, en tout cas d'un certain niveau de la sublimation, parce qu'il faudrait distinguer. Mais si on vous empêche et qu'on vous fait faire un travail de cochon, c'est pas du boulot, c'est-à-dire ça vous renvoie de vous une image qui est détestable. Et donc vous finissez, à cause du travail, par perdre l'amour de soi, à se mésestimer, à perdre l'estime, l'estime de soi, qui est un terme à la fois très savant et très subtil, mais là il faut l'utiliser au sens noble du terme. Il y a vraiment un problème de fond qui est la question du rapport de soi à soi du point de vue éthique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense de soi.
et qui est engagé dans tout travail qu'on fait. Et donc si on fait un travail de cochon, eh bien vous êtes d'une certaine manière envoyé à un processus qui petit à petit ronge, voire peut ruiner le rapport de soi à soi, donc quelque chose qui attaque l'identité, c'est-à-dire ce par quoi je ne me reconnais plus comme moi-même. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. D'une part, le travail, c'est une occasion extrêmement importante dans la vie de se mettre à l'épreuve de soi. Voilà. Épreuve dont on peut sortir grandi, ou dont on peut sortir diminué. C'est pourquoi le travail est tellement important et tellement intéressant. Mais en tout cas, il ne peut pas être neutre. Il peut tourner au pire, et aujourd'hui, ça va nous mener jusqu'à des situations tragiques où les gens vont finir par se tuer à cause de leur rapport au travail. Mais au contraire, ça peut être le lieu d'un accomplissement de soi, l'occasion d'un accomplissement de soi. Et les épreuves que vous pouvez substituer au travail pour prendre la place du travail, il n'y en a pas beaucoup. Même dans le travail du comédien, c'est encore un travail. Le travail du danseur, c'est pas seulement l'inspiration géniale de la muse. Non, il y a un travail. Il faut travailler sur les textes, il faut les réécrire. L'acteur, le comédien, il faut qu'il travaille. Le chercheur, il travaille. Le peintre, il travaille. C'est pas vrai. C'est toute cette vision un peu romantique comme ça de l'inspiration. Non, il y a une partie qui relève en propre du travail et qui est quand même dure, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, non seulement parce que la matière ne se laisse pas faire, mais parce que c'est moi-même qui ne me laisse pas faire pour pouvoir progresser et acquérir, dans le meilleur des cas, quand on y réussit, donc quelquefois après des longs détours qui peuvent prendre des mois, des années, à acquérir ces nouvelles habiletés qui font qu'à un moment donné, voilà, je sais jouer ce morceau. Je suis capable d'aller le jouer en concert. Alors que ça fait des années que je ne peux pas jouer en concert ce compositeur-là, parce qu'il est au-dessus de mes capacités. Mais à un moment donné, voilà, des années de travail, et à un moment donné, je suis prêt à aller jouer. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, donc, tout ce que je vous dis sur ce rapport au travail et le sale boulot, c'est-à-dire le sale boulot, c'est une expression qui est un petit peu confisquée pour des raisons de théorie sociale. Et bon, il y a un auteur américain, un sociologue qui avait parlé de dirty work, donc on est dans une expression qui est confisquée du point de vue scientifique, donc je ne veux pas dire le sale boulot. Mais enfin, disons, c'est pas du boulot qui en fait vous expose au risque de perdre un peu l'estime de soi ou d'entamer l'estime de soi. Ça, c'était déjà présent avant. Aujourd'hui, on est dans une phase où cette question a pris une forme beaucoup plus tragique, parce qu'aujourd'hui, notamment, mais pas uniquement, dans les activités de service, c'est lorsque je travaille pour un client, pour un usager, pour un malade, pour un élève, même le théâtre, si on analyse du point de vue de la facticité du travail, c'est une activité de service. On produit quelque chose qui est quand même destiné à être utilisé, alors, sous différentes formes, par quelqu'un d'autre. Donc c'est une relation avec l'autre. C'est pas comme dans le travail industriel où je travaille une matière, où je travaille, par exemple, je travaille une matière quand je suis tailleur de pierre, c'est directement la pierre, mais si je suis pilote d'une centrale nucléaire, je travaille sur un objet technique, donc qui lui-même traite une matière, mais je suis dans un rapport avec un objet technique. Bon. Et c'est un rapport, voilà, matière, l'outil, l'objet technique. La relation de service, il n'y a pas seulement une certaine technique, il y a également qu'il y a un destinataire. Alors c'est un truc très compliqué parce que pour que ça marche, il faut obtenir une coopération entre celui qui reçoit le service et celui qui le fournit. Si vous êtes prof, il ne s'agit pas seulement de faire un bon cours. Il faut que vous trouviez la voie de la coopération avec les élèves. C'est-à-dire que les élèves soient dans une situation, ou les étudiants soient dans une situation telle qu'ils entrent dans un travail avec vous pour comprendre le cours, et du coup vous influencent aussi par les questions qu'ils posent, par leur attention, ou au contraire, ils sont en train de penser à autre chose, et vous le sentez,
il vous indique comment réorienter, remanier votre contenu de cours et la manière de le présenter, c'est-à-dire toute la dramaturgie d'apportation. Et c'est qu'à cette condition qu'il y a une vraie transmission. C'est ce qui se passe aujourd'hui comme drame dans les écoles et dans les lycées, c'est que les gamins, ils ne veulent pas coopérer. Il y a quelque chose qui s'est fracturé dans la société, par le chômage, par la violence, par la marginalisation, par toutes ces histoires. Les enfants, ils n'y croient plus. Donc, ils ne coopèrent plus avec les profs. Donc, les profs sont mis en échec. Et qu'est-ce qu'ils font les profs? Ils n'ont plus qu'à chercher les voies de la coopération, c'est-à-dire d'abord assurer la paix dans la classe et que les gens ne s'entretuent pas et qu'ils ne tapent pas sur le prof. Alors, et tant qu'on n'a pas ça, il n'y aura pas de transmission, puisqu'on n'a pas trouvé la voie de la coopération. Et donc, ils passent plus de temps à chercher les voies de la coopération avec le destinataire, les enfants, que de travail sur le contenu même de la matière à transmettre. Alors aujourd'hui, le travail avec les clients, de tous ordres, je pourrais vous raconter des histoires sur les malades, c'est la même chose, à cause des objectifs de rentabilité, ordonnent et prescrivent à ceux-là même qui produisent le service de transgresser, voire de violer les règles de ce métier. Il y a des règles. Quand on est un commercial, il y a des règles sur la fidélité, la loyauté à l'égard du client. Vous ne lui vendez pas n'importe quoi, vous lui vendez ce qui lui convient. Je pourrais vous donner des exemples dans lesquels vous avez une véritable relation qui s'établit entre les clients et les vendeurs, où le vendeur n'est pas qu'un vendeur qui fait du chiffre. C'est pas vrai. Il entretient la relation. Le gars qui travaille à vendre des outils dans une quincaillerie, et surtout, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre où en est le niveau de compétence en matière de bricolage, parce que c'est tous des gens qui bricolent, mais ils n'ont pas les mêmes qualités, ils n'ont pas le même âge, il y en a qui sont forts, d'autres qui sont plus... Alors, on ne peut pas leur vendre les mêmes machines, parce qu'ils ne vont pas pouvoir les utiliser, donc il faut essayer de comprendre où il en est. Ça, et donc il faut parler avec le client, pour essayer de comprendre ce qui va lui convenir de mieux, et l'orienter vers le bon. Voilà. Vous avez... Ça, c'est la condition de la fidélisation du client. Mais en même temps que vous fidélisez le client, vous créez un lien. De telle sorte que quand ces clients, ils ont l'habitude de venir discuter avec les vendeurs tous les samedis pour faire avancer leur construction, quand ils ont fini leur cuisine, ils invitent le vendeur. Venez voir la cuisine que j'ai faite, grâce à vous. Mais ça, c'est des liens sociaux, donc on est en train de produire de la société. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Mais vous voyez, il y a, même dans une relation commerciale, on peut avoir des choses qui sont très importantes sur la question du vivre ensemble, sur la question du respect de l'autre, sur la question de l'équité. Et on est... Aujourd'hui, vous avez des injonctions qui sont données par le management et par les nouvelles formes d'organisation et de gestion qui prescrivent aux gens, en gros, ce qui compte, c'est le résultat. Il faut faire du chiffre. Et donc, s'il faut violer les clients, s'il faut le baiser, s'il faut le tromper, ça m'est égal, je veux du chiffre. Dans l'immédiat. Le court-termisme fait partie de cette crise démente de faire du résultat, de faire du chiffre le plus vite possible, et tant pis si après ça ne marche plus. Si dans un an tout ça s'est perdu, de toute façon ils seront partis avec les bénéfices qu'ils auront engagés pendant l'année. Donc vous avez des patrons qui sont vraiment des bandits, quoi, parce que si vous voulez, ils vont détruire en réalité l'instrument sur lequel ils sont en train d'extraire la fortune qu'ils vont emporter avec eux. Mais dans ces prescriptions, il y a des prescriptions dans lesquelles on oblige, par exemple, les gens à vendre des abonnements, par exemple sur les plateaux clientèle, à vendre des abonnements, à vendre des objets techniques, etc., par téléphone, à des gens en les trompant. Donc, en particulier, les bonnes cibles, c'est les personnes âgées. Donc, on les coince, on les embobine, et on leur fait acheter, on leur fait... Alors ils disent oui, parce qu'il dit oui, tac, il a dit oui, c'est enregistré, donc maintenant c'est passé, et hop, il a un abonnement sur quelque chose qu'il ne pourra pas utiliser parce que c'est très au-delà de ses capacités techniques à l'âge qu'il a, il ne peut pas s'y adapter, donc on va lui vendre un contrat de téléphone qui lui coûte très cher, et dont on sait par ailleurs qu'il est endetté ou surendetté, ça n'a aucune importance, ce qu'il faut c'est pas lui cher. Alors on y va. Sauf que là, l'opérateur qui fait ça, le travailleur qui fait ça, il trompe sur prescription
des personnes âgées, mais aussi des jeunes, ne vous y trompez pas, et des gens de notre âge se font avoir exactement de la même façon. Donc vous avez des mecs malhonnêtes qui sont formés avec, vous ne savez pas, ils ont un scope dans lequel s'affiche le produit que à celui-ci, l'organisation du travail propose, suggère que c'est cette cible-là, donc c'est essentiellement ce contrat-là qu'il faut faire passer, et l'autre va baratiner tout son truc pour que ça passe, et il a tant de secondes pour le faire, pas une de plus. Voilà. Et donc ce script vient là, c'est sur prescription, mais lui, évidemment, il s'est dit, si c'était ma mère, ou ma grand-mère, qui était l'autre bout, et que l'autre fait ça, c'est vraiment... c'est lamentable, quoi. Sauf qu'ils le font quand même. Donc, ces prescriptions amènent les gens à finalement apporter leur concours à des actes que fondamentalement, moralement, ils réprouvent. Ça, c'est toujours la pression du chiffre. Alors, c'est pas du boulot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement ils vont trahir les clients, ils vont leur mentir, vont les trahir, vont les tromper, vont les gruger, mais en plus, à la fin des fins, les gens, ils se trahissent eux-mêmes. Ils font l'expérience de la trahison de soi. Et cette expérience de la trahison de soi, elle est catastrophique. C'est pour ça que c'est pas du boulot. Aujourd'hui, prend une forme qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la souffrance éthique. C'est-à-dire la souffrance d'avoir à participer à des actes que moralement on réprouve. Et malheureusement, il y a plein d'endroits, là je vous le dis pour les plateaux clientèle, mais je peux vous en donner autant pour les services hospitaliers, où aujourd'hui, vous avez de telles pressions sur la durée de séjour, etc., que les médecins sont obligés de faire sortir les malades, alors qu'ils pensent que le malade ne doit pas sortir. C'est vrai pour les malades mentaux, vous en voyez partout dans les métros, dans la rue, les psychotiques sont dehors, parce qu'on réduit les durées de séjour, on réduit les places d'hôpital, puisqu'il faut faire non pas la rentabilité, et du coup, tous ces psychotiques en réalité sont dehors, ils ne sont pas soignés. Vous êtes obligés de virer les gens. C'est comme ça qu'il y a des accidents, qu'il y a des violences, les gens ne sont pas soignés, comme ils étaient soignés il y a 25 ans, il y a 20 ans. Moi, j'étais médecin des hôpitaux psychiatriques, donc j'avais un service, on soignait les malades, et vous les gardiez le temps qu'il fallait. Et quelquefois, c'était long, hein, mais maintenant, les gens ça doit tourner, donc ils sortent. Mais le médecin qui vire le malade alors qu'il pense qu'il ne devrait pas sortir, c'est quand même extrêmement embêtant. Il trahit qui là? Il trahit le malade, mais il se trahit lui-même. Et tout ça, c'est dans une pression de la hiérarchie administrative qui a pris le pouvoir intégralement sur les médecins. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas entendre les questions qui sont spécifiques à un métier. Or, on ne peut pas faire la médecine sans avoir un métier, on ne peut pas être vendeur sans avoir un métier, on ne peut pas être agent de conduite d'une centrale nucléaire sans avoir... Ce sont des métiers. Et ces métiers... c'est du boulot, ça c'est du vrai boulot, c'est du vrai travail, c'est du travail bien fait. C'est ce qu'on appelle l'éthos ouvrier, l'éthos du travail, qui est en réalité, notamment dès qu'il s'agit des activités de service, c'est de l'ordre de la déontique, c'est la production des règles du travail, c'est ce qu'on appelle les règles de ce travail, les règles de métier, et... mais même dans le nucléaire, il y a des règles de métier, si vous voulez. Et aujourd'hui, sous la pression du chiffre, il y a des manières de faire la maintenance nucléaire qui sont inacceptables parce qu'on fait de la sous-traitance. Et donc, c'est plus des gens de métier qui le font, c'est des gens qui sont des sous-traitants dont on ne sait pas exactement comment ils sont formés. Et quelquefois, ils sont tellement mal formés que ça donne AZF Toulouse, où vous avez des sous-traitants qui ne sont pas de la chimie, on leur dit tu prends ces sacs, tu vas les poser là-bas, et le gars prend les sacs, il va les poser là-bas, et paf, ça saute, et vous avez je ne sais pas combien de morts, plus de 30 morts, une partie de Toulouse qui saute, parce que c'est un sous-traitant. Un mec de la chimie, il a des règles de métier, quand on lui dit tu vas poser ce sac là-bas, le gars il vérifie, toutes les étiquettes, les machins, parce que tout chimiste fait ça, on n'exécute jamais un ordre sans vérifier, voilà. Et l'autre il ne sait même pas ce que c'est. Donc, pour les gens de métier, voir la sous-traitance prendre une place tellement importante dans la maintenance nucléaire ou là dans la maintenance dans la chimie, si vous voulez, c'est insupportable. Voilà. Et d'une façon générale, on est en train de détruire les métiers au nom de l'impératif de gestion, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est des chiffres et surtout pas entrer dans la matérialité du travail. Donc, toute personne qui oppose ces règles de métier et qui se présente comme un professionnel, qui a une éthique de métier, parce que c'est les règles de métier, je ne peux pas faire n'importe quoi, que ce soit dans la comptabilité, la conduite en force centrale nucléaire, ou même la conduite d'un autobus dans Paris. Il y a des règles, avec les clients,
avec la circulation, il y a des trucs qu'on fait, des trucs qu'on ne fait pas. Si vous poussez les gens, vous les obligez à faire contre leur métier. Voilà. Donc, tout ce qui constitue le métier, et notamment son armature déontique, est systématiquement cassé par les gestionnaires, puisque le règne de la gestion, c'est sur des chiffres. Donc il faut traduire, soi-disant, tout ce qui est dans ces métiers en chiffres. Sauf que ce qui est en chiffres n'est évidemment pas le métier, puisque le travail dont nous parlons, c'est un travail qui n'est pas mesurable. Voilà. Ce qu'on mesure, c'est pas le travail.